Bonjour Adrien Diouf. Bonjour M. Wade. Vous êtes directeur général de l'agence IMO à titre. Je pense que nous venons de boucler une année 2016 fantastique en termes de volume et en premier trimestre 2017 non moins fantastique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette période-là? Alors, merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez et pour toute l'attention que vous portez à notre activité qui est l'émission de titres publics. En ce qui concerne votre question, on peut y répondre de manière très facile par des chiffres très factuels. Si on regarde le total des émissions de l'année 2015 et de l'année 2016, on se rend compte qu'il y a eu une progression d'environ à peu près 20% des volumes levés sur le marché. Et cela, c'est nonobstant le type de titre, que ce soit bons, donc les titres à court terme, ou les obligations, les titres à long terme. Tout a cru. Donc c'est pour dire que l'année 2016 a été quand même une année positive. En tout cas, on est dans la progression en termes de volume levé qui reste quand même aujourd'hui notre principale activité et notre principal baromètre de réussite. Même s'il faut tempérer tout cela parce que, vous savez, la dette est une question très sensible. Tout à fait. Dans laquelle il ne faut pas toujours croître éternellement parce qu'après on tombe sur le risque de surendettement. Ça doit être une activité qui est contrôlée, mais je pense que tout ça aujourd'hui est bien pris en compte et bien pris en charge par les institutions que sont les assemblées nationales, les institutions de Bretton Woods et nous-mêmes et bien sûr les États et des institutions comme la Banque centrale aussi. Tout le monde est très attentif à ce risque de surendettement. Sans oublier la commission de l'UEMOA qui surveille ce critère-là, parce que c'est un des critères de convergence des pays, et qui plafonne le taux d'endettement à 70% du PIB. Et à date, tous les pays de la zone UEMOA le respectent. D'accord. Alors, vous êtes né, je pense, en 2013. Et de 2013 à 2015, il y a eu déjà des progressions très importantes. Est-ce que sur toute la période de 2013 à 2017, à la fin mars 2017, on peut dire que justement l'endettement a considérablement augmenté? Oui, alors c'est vrai que nous sommes nés en 2013, mais pour être tout à fait honnête avec vous, on est né sur le papier en 2013, nous avons véritablement commencé nos activités en début 2014. Oui. Et effectivement, si on trace un bilan des volumes levés et du stock de dette de nos États de 2014 à ce premier trimestre, effectivement, ça a sensiblement augmenté, approximativement entre 20 et 25% annuellement. Mais ça, c'est l'activité titre. D'accord. Il ne faut pas oublier que la dette n'est pas constituée uniquement de l'activité titre. La dette est constituée de l'activité titre, mais aussi des prêts bilatéraux, de tout ce que les États peuvent nouer en termes de contractualisation, en termes de financement avec des tierces parties, que ce soit des multilatéraux, des bilatéraux ou que ce soit juste des institutions privées. Donc la réponse serait moins directe et moins globale si on prenait la dette dans son entièreté. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un report du mode d'endettement des États d'autres modes d'endettement vers les titres, ce qui explique cette croissance qu'on peut dire un peu vertigineuse de nos États et du volume de dette allouée aux titres publics. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la dette privée et l'endettement privé prend le dessus. Les États ont identifié les marchés financiers comme devant être un des vecteurs qui doivent leur permettre de financer les plans de développement. À partir de ce moment-là, elles ont une attitude très progressiste et très agressive sur les marchés. Mais cela ne veut pas dire que l'endettement tout azimut continue. Je pense que le bilan est très contrasté d'un pays à l'autre. On ne peut pas faire de généralité sur ce cas-là. Il faudrait qu'on le considère pays par pays. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, et qui est un constat général, c'est que l'ensemble des pays sont en dessous du seuil de 70% de la dette globale du PIB, le critère de convergence de l'UEMOA. Tout à fait.
Est-ce que ce dynamisme d'intervention des États ne risque-t-il pas de provoquer une pression des liquidités au niveau du marché et de ce fait renchérir les conditions de financement pour les acteurs privés? Écoutez, ce que vous dites est tout à fait vrai. Plus on va venir aujourd'hui emprunter et plus il y aura de pression sur la liquidité sur le marché. Maintenant, il faut faire attention aujourd'hui entre endettement public et endettement privé. Même si l'endettement privé est toujours un baromètre pour l'endettement public, est toujours un baromètre pour l'endettement privé. Tout à fait. Parce qu'on suppose, et c'est un peu le consensus général sur les marchés financiers dans tout le monde, que le coût de la dette du privé se définit en marge et en spread au-dessus de la dette souveraine. Tout à fait. Donc effectivement, quand la dette souveraine monte, la dette privée effectivement a tendance à monter. Mais ce n'est pas toujours aussi vrai parce que on sait que d'autres critères rentrent dans la définition de ce spread-là. Par exemple, quand on analyse la constitution de ce spread dans notre environnement, quand on discute avec les banquiers, ils nous expliquent qu'ils prennent en compte certains critères comme l'information disponible sur les sociétés. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il est difficile d'établir une corrélation directe entre progression de l'endettement privé, de l'endettement des coûts de l'endettement public par rapport à l'endettement privé, même si ça peut être une première interprétation. Mais là aussi, il faut regarder au cas par cas. Mais ce qu'on peut dire, si on revient sur notre activité à nous, c'est qu'effectivement, les coûts de l'endettement public se sont augmentés. Et notamment, on a observé sur l'année 2016, après une baisse durant l'année 2015, c'est remonté un peu durant l'année 2016 et ça se confirme durant l'année 2017, en ce début d'année. Mais je pense aussi que c'est les marchés. Les marchés, par définition, montent et descendent. On espère que ce ne sont pas quand même des montagnes russes. Tout à fait. Mais la fluctuation est une chose tout à fait normale dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, quel est l'apport des institutionnels, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite et autres dans l'animation du marché des bons de trésor? Écoutez, elle est clé. Elle est vraiment, ce sont les principaux acteurs aujourd'hui de ce marché. Si nous prenons notre activité, nous, qui gérons le marché par adjudication, contrairement aux opérations de syndication qu'on appelle d'ailleurs appel public à l'épargne, qui font beaucoup plus la place à l'épargne individuelle et privée, nous sommes un marché tenu par les institutionnels. Aujourd'hui, on estime que entre 80 et 90% de notre activité est tenue par les banques. Les 20% restants étant répartis entre les sociétés d'assurance, les caisses de retraite, et d'autres investisseurs institutionnels qui peuvent être des structures ayant une certaine aisance, on va dire, et certaines liquidités qui peuvent venir sur le marché. Donc voilà un peu comment c'est dispatché. Même si on voit que la progression aujourd'hui fait la part belle aux sociétés d'assurance. On voit une nette progression de la participation des sociétés d'assurance à notre marché. Pour vous donner une idée, la proportion de 80-20 est restée vraie malgré l'accroissement du volume global. Ce qui veut dire qu'en nominal, les sociétés d'assurance ont aujourd'hui, sociétés d'assurance et analogues, donc caisses de retraite, ont aujourd'hui quasiment multiplié par 1,5 leur participation sur le marché des titres publics. C'est appréciable. Et on espère que ça va continuer parce que je pense que c'est des acteurs qui ont aujourd'hui un rôle particulier à jouer sur ce marché-là, notamment quand il vient le moment de s'occuper de la question de la longueur des maturités. Aujourd'hui, notre marché
lève aisément jusqu'à du 7 ans, un peu moins aisément quand on commence à parler de 10 ans et plus. Voilà. Si on veut aujourd'hui crever ce plafond de verre qui se trouve au-dessus de notre tête en termes de maturité, il nous faut des acteurs comme les assurances vie qui, eux, ont des visions sur le long terme et donc peuvent venir aisément souscrire à des Est-ce que justement il y a des incitations fiscales pour pousser de plus en plus d'acteurs à venir? Est-ce que aussi le fait que chaque État soit souverain sur sa fiscalité ne crée pas de disparités? Écoutez, la réponse à la question est dans la question elle-même. Vous avez un peu résumé la chose. Hein. Aujourd'hui, les États ont deux modes d'action. Ils défiscalisent totalement ces titres-là. Mais ils ne peuvent défiscaliser ces titres que pour leurs subordonnés. Ce qui veut dire que l'État émetteur défiscalise pour ceux qui sont imposables dans son pays, sur son territoire. Mais se pose la question de la fiscalité des gens qui ne sont pas dans ce pays-là. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, quand vous prenez le portefeuille de dette titre public d'un État, à peu près 40% est acheté par des résidents et les 60% est dispatché entre les autres États de l'Union et l'étranger. Donc, ça veut dire que l'État n'a pas la main sur 60% de ses investisseurs, il n'a pas de maîtrise fiscale. Nous, c'est quelque chose que nous avons identifié au niveau de l'agence. Et nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des États pour voir un peu comment uniformiser ça. Parce que ça pose un problème d'uniformité de notre marché financier et ça crée des zones de frottement, même sur les titres, ce qui fait que notre marché secondaire n'est pas aussi fluide que l'on souhaiterait qu'il soit. Et il y a au niveau du pricing des titres aussi des arbitrages fiscaux qui ne sont pas souhaitables si on est vraiment dans une union monétaire. Et nous allons donc très rapidement lancer, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, une étude sur la fiscalité des titres publics qui, on l'espère, va mener à ce qu'on appelle, nous, l'uniformisation de la fiscalité des titres. On ne parle pas forcément de défiscalisation, mais d'uniformisation. Que tous les acteurs au sein de l'Union soient logés à la même enseigne et que, fiscalement, qu'il n'y ait pas de différence entre le résident du Togo ou le résident de la Côte d'Ivoire, tous les résidents de l'UEMOA. Ça nous permettra d'encore plus sanctuariser cette union monétaire et ce marché financier unique que nous appelons de nos voeux. Alors Adrien, c'est la minute pédagogique. Il y a beaucoup de confusion auprès du grand public sur le rôle de l'agence IMOA Titres et notamment celui du comportement obligataire de la BRVM. Pouvez-vous revenir sur les différences fondamentales entre ces deux compartiments? Ok, écoutez, c'est vraiment une belle opportunité que vous nous donnez là parce que nous-mêmes nous constatons au jour le jour qu'il y a une confusion. L'agence IMOA Titres est une structure qui a été créée par l'ensemble des États de l'Union. C'est une structure sous-régionale avec une personnalité juridique mais sans capital. Elle est gérée par les États et les États sont les seuls bénéficiaires des services de l'agence IMOA Titres. Nous avons deux missions. Une première mission qui est d'accompagner les États dans leur stratégie d'endettement global sur les marchés. Excusez-moi, on parle d'endettement privé ici sur les marchés, que ce soit sur le marché par adjudication, que ce soit sur le marché par syndication ou que ce soit à l'international. Les États peuvent faire appel à nous pour les conseiller et les accompagner. Nous avons des spécialistes dans ces différents domaines. En plus de cette première mission d'accompagnement et de conseil, nous avons la charge d'animer ce que nous appelons le marché par adjudication. Le marché par adjudication, c'est un marché qui a été créé par la Banque centrale à la demande des États pour se substituer à l'ancien système d'avance statutaire. Et ce marché-là est un marché uniquement dédié aux États. Seuls les États peuvent lever des fonds sur ce marché, selon un principe qui est le principe de l'appel d'offres et du meilleur offrant. On considère que l'argent est une denrée sur laquelle il n'y a pas de différenciation. Le franc qui est prêté par M. Wade ou le franc qui est prêté par M. Diouf est le même franc CFA que nous utilisons tous. Il n'y a pas de différenciation.
Donc la seule manière de différencier cela et de choisir entre les deux francs, c'est de regarder le coût auquel ces deux individus, ces deux acteurs économiques prêtent ce franc-là. Donc nous avons mis en place un système qui permet, en collaboration avec l'ensemble des banques de l'Union, de recueillir à chaque fois que les États ont un besoin, nous envoyons un avis d'appel d'offres pour dire aujourd'hui tel État souhaite emprunter tel montant à telle durée. Et à partir de ce moment-là, les gens nous disent à quel coût ils peuvent faire cette opération-là. Et nous choisissons les meilleures offres, c'est-à-dire le coût le moins cher pour l'État. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est le marché par adjudication. À côté de cela, il existe un marché par syndication, qui relève d'une autre dynamique, qui est plus une dynamique de démocratisation et d'appel public à l'épargne, d'ailleurs, comme c'est dit, qui est organisé aujourd'hui, qui est fait sous l'égide de la BRVM, de la Bourse donc, régionale des valeurs basée à Abidjan. Et sur ce marché-là, les États peuvent aussi lever des fonds, tout comme les institutions du secteur privé. Et là, le mode de la syndication est différent du mode par adjudication dans le sens où on est sur un mode, les anglophones appellent ça « you take it or you leave it », ce qui veut dire que vous prenez ou vous laissez. L'État dit « je veux emprunter tel montant sur telle durée et je payerai tel taux d'intérêt ». Et donc, on donne mandat à un certain nombre d'acteurs, c'est les SGI, pour commercialiser ce produit-là. Ils viendront voir M. Wade, ils viendront voir M. Diouf et leur diront voilà ce que l'État vend. Est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous ne l'achetez pas? Le prix est défini, donc stricto sensus, il n'y a pas possibilité donc, pour les acteurs du marché de dire moi j'achète à tel prix ou je ne l'achète pas. Donc tout le monde achète le même produit et tout le monde l'achète au même prix. Donc voilà. Ça, c'est un produit beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus facile à démocratiser et donc qui est beaucoup plus adressé à l'épargnant final et qui va peut-être aussi, qui est en phase avec une évolution de notre marché. Partout dans le monde, les marchés ont commencé par la syndication, puis petit à petit ont évolué vers l'adjudication, qui devient le mode privilégié de financement des États, en tout cas pour la dette souveraine. Maintenant, en ce qui concerne le secteur privé, ça c'est peut-être un autre débat qu'on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Alors, mais voilà ce qui fait la différence entre les deux. Merci pour la clarté. On se dirige vers la fin. Encore deux questions. Vous projetiez en 2016 une série de réformes comme par exemple l'encadrement du marché par l'introduction des spécialistes en valeur du trésor, la construction des courbes de taux pour les émetteurs et la notation financière des États. Est-ce que ces objectifs ont été atteints en 2016? Sinon, est-ce qu'ils sont programmés pour 2017? Écoutez, alors, en fonction de chacun des critères, des étapes majeures ont été franchies. En ce qui concerne les spécialistes en valeur du trésor, c'est aujourd'hui des acteurs qui sont totalement intégrés dans le secteur financier et dans le landerneau. Nous sommes quasiment aujourd'hui en train de faire le bilan de la première année d'activité. Donc c'est un objectif qui a été atteint à 100% et on va dresser le bilan pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut en faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça a été un succès? Quel a été leur apport réellement sur ces stratégies de levée de fonds? Quel a été l'impact de cette réforme-là? En ce qui concerne la notation, là aussi, ça a été un pas majeur a été franchi. On a discuté avec les États, on a convaincu un certain nombre d'États d'aller vers la notation, qui est quelque chose de volontaire aujourd'hui dans le cadre actuel où on est. Ce n'est pas une obligation. Les États n'ont pas obligation à se faire noter, mais ils sont fortement incités et le marché le demande pour aujourd'hui rompre cette asymétrie d'information. Aujourd'hui, nous avons 5 États qui sont totalement partants sur cette question-là et on est en train de mettre en place le processus pratique parce que comme vous le savez,
Ce n'est pas l'agence Humo à titre qui note, nous sommes là que catalyseurs. Tout à fait. Ce sont des agences externes que l'on connaît qui notent. Oui. Donc nous sommes en train de prendre les dispositions avec ces agences-là pour que l'on puisse, durant 2017, procéder à la notation de nos États. Et bien sûr, l'avantage, c'est de diminuer les coûts. Exactement. Puisque un investisseur mieux informé est un investisseur qui appréciera mieux le risque. Oui. Et s'il apprécie mieux le risque, il demandera une rémunération moindre lors de ces opérations. L'objectif clair, comme je dis, c'est rompre la symétrie d'information. Et si on rompt la symétrie d'information, on aura normalement des coûts plus efficients. Alors, quelles sont vos projections pour le reste de l'année 2017 ? Et des 8 pays de l'IOMOA, quels sont ceux qui présentent le meilleur profil risque-rendement? Alors, sur l'année 2017, nous avons un programme ambitieux. Si on se base sur sur les volontés, les souhaits des États exprimés en début d'année lors de l'élaboration du calendrier, nous devrions lever plus ou moins les mêmes montants que nous avons levés en 2016. C'est-à-dire qu'on devrait se situer aux alentours de 3 000 milliards. Oui. Bien sûr, tout cela est sujet à la profondeur du marché, aux opportunités qui sont offertes et au comportement aussi du marché international, parce que comme vous le savez, nos États sont aujourd'hui des acteurs du marché international. Ça, c'est un premier facteur. En ce qui concerne le ratio risque-rendement, je suis désolé de ne pouvoir répondre à votre question. Je ne suis pas investisseur. Mon rôle est un rôle d'émetteur et d'autant plus d'accompagnement des émetteurs et d'une institution sous-régionale où on est supposé traiter tous les émetteurs de manière équivalente. Tout à fait. Je pense que les investisseurs sont mieux placés que moi pour répondre à cette question et je suis certain qu'ils en ont une idée très juste parce que c'est ce qu'ils font tous les jours, évaluer ce profil risque-rendement pour décider d'acheter le titre d'un État ou d'un autre. Mais j'invite l'ensemble des personnes qui sont intéressées par cette question de se reporter à notre site. Je suis certain qu'ils trouveront sur ce site internet, donc www.humoatitre.org, toutes les informations nécessaires pour pouvoir procéder à leur propre évaluation. Et vous savez, le système par adjudication a cela de bien, c'est qu'on voit tout de suite ce que le marché pense d'un certain titre et d'un certain crédit. Tout à fait. Donc on peut tout de suite avoir des idées sur les anticipations du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On peut très vite, rapidement voir un peu les opinions. Donc je les invite à venir consulter. Oui. On se donne un mal fou à le mettre à jour et à s'assurer. Rappelez-nous encore le site. Le site c'est www.umoatitres.org. Oui. Et ils trouveront là-dessus en temps réel le compte-rendu de toutes les opérations, l'annonce de toutes les opérations qui sont faites et même des outils pédagogiques pour là aussi se familiariser au marché. Vous avez aussi un système d'alerte. Oui. Un système d'alerte, ils peuvent s'inscrire à notre newsletter. Nous avons aussi, donc je disais, une newsletter. Nous avons un bulletin statistique pour ceux qui sont intéressés par l'historique des chiffres. Oui. Et bien sûr, nous sommes présents sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, pour ceux qui sont plus axés vers les réseaux sociaux, pour un peu se documenter et se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché des titres publics et pour jouer son rôle de citoyen, parce que nous sommes sur une question aussi éminemment citoyenne. L'endettement, comme vous l'avez bien dit à l'entame de cette interview, est une question qui nous rassemble tous et qui nous concerne tous. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation pour l'agence Humo Titres. Nous étions avec Adrien Diouf, qui est le directeur général de cette agence. Adrien Diouf, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci bien.